Alors, on pourrait se dire qu'on arrive à la fin du confinement, donc en fait, ce que je vais vous dire, ça va être obsolète d'ici, allez, globalement une semaine, en gros. Pas du tout. Parce qu'en fait, le confinement nous a fait prendre conscience, ça fait prendre conscience aux entreprises, d'abord qu'il fallait communiquer, puisqu'en fait, on se retrouvait tous comme ça, tu vois, confinés. Mais communiquer comment? Les médias, comme les entreprises, se sont retrouvés dans des situations un petit peu particulières, avec des journalistes en télétravail, beaucoup. Elles n'ont pas, les médias ne sont pas forcément très très bons au maniement des outils numériques. D'abord parce que ce sont des très très grosses machines, ils ont des procédures de sécurité, des sécurisations de leurs serveurs, etc., qui sont drastiques. Donc la sécurité informatique fait que les visios, les transferts, etc., ça ne passe pas forcément aussi bien dans un média, que ce soit télévisuel, audiovisuel, disons, ou simplement presse, que ça peut fonctionner dans une entreprise. Donc, il a fallu faire avec là, pendant toute cette période de confinement, avec des médias qui se retrouvent avec des équipes en effectif soit restreint, soit en effectif complètement éclaté sur le terrain, en télétravail. Et c'est toute la grande difficulté, se dire comment on va communiquer avec eux, même si on compose le numéro de standard, on ne les a pas forcément au téléphone, ils ne sont pas forcément là. Et donc, il faut réussir à les adresser. Alors, plusieurs choses. Pour moi, le confinement était plutôt en fait une grosse opportunité pour bien communiquer avec les médias. D'abord parce que la plupart du temps, les informations qu'ils passaient étaient quand même relativement anxiogènes. Il n'y avait plus de conférences de presse, ils ne recevaient plus de communiqués de presse, ou très peu, parce qu'en fait, c'est vrai que dans un premier temps, les entreprises étaient concentrées sur leur organisation de travail. Et les médias ont quand même besoin d'aller chercher de l'information, c'est leur rôle, et et surtout d'essayer de faire en sorte de ne pas être anxiogène toute la journée, quoi. C'est-à-dire de faire chaque jour un canard, un journal qui fera angoisser les gens. Ce n'est pas possible. Donc, pour les entreprises qui ont saisi l'opportunité de cette période, elles ont quand même réussi plutôt pas mal à passer en termes de communication. Je disais dans la vidéo de présentation que c'est ce que nous avions fait avec Éminence. En plus, on était porté, pour faire simple, quand même par un super sujet, c'était les masques, et il n'y en avait pas. Donc, mais ça, j'en parlerai plus tard. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que parce qu'il y a confinement et que c'est peut-être plus compliqué de les avoir au téléphone, il faut surtout faire en sorte de mettre en place, de mettre en œuvre les bonnes pratiques dans la manière de communiquer avec eux. Et c'est ça, en fait, qui va faire l'objet de l'atelier de ce jour. Voilà. On va d'abord parler du communiqué de presse. Alors, le communiqué de presse, c'est tout bête, mais moi, pendant 30 ans, et je sais que mes camarades journalistes s'en plaignent toujours, sont généralement pas très, très bien faits. Voilà. Pas très bien faits, et il arrive même souvent qu'ils n'ont aucun intérêt. La règle de base, et ça, c'est vraiment la première chose qu'une entreprise, qu'un dirigeant doit se poser comme question quand il souhaite faire un communiqué de presse, c'est déjà de savoir si l'information qu'il souhaite communiquer va intéresser les autres. Alors, déjà pour le mesurer, c'est quand même pas trop compliqué, on peut le mesurer autour de soi et même se poser la question à soi-même, bien que là, c'est un peu tronqué parce qu'on va se mentir à soi-même, se dire, si l'information venait d'une autre entreprise, est-ce qu'elle m'intéresserait moi en tant que lecteur? Cette information que je souhaite faire passer. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, tout bêtement, il faut déjà évaluer l'intérêt du sujet pour les autres. C'est tout bête, c'est-à-dire que vous allez perdre du temps à monter un communiqué de presse, à passer du temps là-dessus, à ensuite organiser son envoi. Et si c'est pour arriver à ce que ça fasse un flop, c'est pas très bon. Vous avez perdu du temps, c'est du temps que vous auriez pu consacrer à autre chose. Donc la première chose, c'est déjà d'essayer de mesurer l'intérêt du sujet que l'on veut communiquer.
Alors, posez la question autour de vous, à vos proches, à vos cadres, de savoir si cette information-là peut les intéresser ou les intéresse dit de cette manière-là. C'est aussi une façon de peut-être pouvoir réagencer l'angle avec lequel vous allez la présenter dans votre communiqué. Donc, ça, c'est le premier point. La première chose, c'est déjà d'essayer de mesurer si l'information que vous allez leur passer va pouvoir intéresser des lecteurs. Voilà. J'enfonce des portes ouvertes, je suis désolé, mais moi, j'ai vu passer beaucoup de communiqués qui, en fait, confondaient marketing et information. Et c'est vrai que le terrain est délicat, on ne sait pas trop. En fait, un communiqué de presse, c'est rarement en fait, un dépliant commercial. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ou alors, si ça concerne un produit, il faut que vous puissiez expliquer ce qu'il va amener et pourquoi il sera intéressant de le présenter. Mais ça, j'en parlerai plus tard. Donc, premier point, là-bas, c'est s'interroger sur l'intérêt de l'information que vous allez soumettre aux autres par le biais de votre communiqué de presse. Si, évidemment, l'intérêt est avéré, la deuxième règle, c'est comment attirer l'œil du journaliste. Alors, le journaliste, il est précisément comme vous, c'est-à-dire qu'il reçoit une 50aine de mails chaque jour, au bas mot. Dans le lot, il doit y en avoir 30 ou 40 peut-être achetés à la poubelle. Et en plus de ces communiqués, comme vous, il reçoit aussi autant d'appels. Donc, il est tout le temps déconcentré par des appels qu'il reçoit. On reçoit beaucoup d'appels quand on est journaliste, d'autant qu'on a un fixe à ce moment-là quand on est au bureau et son portable. Donc, il faut réussir à attirer l'œil au milieu de tout ça. Donc, là, il y a des règles aussi à suivre. Un communiqué de presse pour que le journaliste puisse l'identifier comme tel au milieu du flot d'informations qu'il va recevoir. Ne perdez pas de vue que dans l'objet, il faut mettre tout de suite CP. C'est tout bête, mais c'est pratique. CP, on sait que ça relève du communiqué de presse. Et que dans l'objet et dans la phrase qui va faire l'objet de présentation du mail, il y ait le nom de la société directement et que cet objet synthétise très précisément le contenu que vous leur présentez dans votre CP. Donc ça, premier point. J'enfonce là aussi des portes ouvertes, mais c'est important de le savoir. Il y a trop peu d'entreprises qui respectent bien cette règle-là. Capter son attention ensuite, c'est-à-dire qu'il a vu que c'était un CP, que c'est telle entreprise qui l'a envoyé. Effectivement, c'est une entreprise qui est sur son territoire, qui fait quelque chose qui peut effectivement mériter son attention, il l'ouvre. Très bien. Le communiqué de presse ne doit jamais être, ce que je disais tout à l'heure, en fait, une communication commerciale. Il faut que vous respectiez précisément le langage du journaliste, c'est-à-dire en gros ce qu'on appelle les 5 W. Quelqu'un connaît ce que c'est que la règle des 5 W parmi vous? Dites, levez la main. 5P, ouais, bien sûr. Ouais. Toi, tu connais, Michael? Moi, perso, non. Comment? Moi, personnellement, je ne connais pas. Bon. La règle des 5 W, c'est ce que tout journaliste digne de ce nom apprend quand il se forme. Et n'importe quel article, sur n'importe quel média, respecte cette règle-là. Les 5 W, c'est who, what, where, when, why. Donc, qui, quoi, où, quand et pourquoi. Donc, je vais vous l'envoyer, hein, donc vous l'aurez. Il n'y a pas toujours, dans les communiqués de presse que les journalistes reçoivent, de conformité à cette règle-là. Donc, de temps en temps, on ne sait pas où est on ne sait pas forcément ce qui se passe quand c'est organisé, ou pourquoi, etc. Il manque souvent quelque chose. Respecter cette règle-là, c'est mâcher le travail du journaliste. C'est-à-dire qu'en fait, il y aura dans le contenu de ce que vous lui présentez, un CP, c'est présenter une information de manière extrêmement journalistique, extrêmement neutre.
il faut que lui puisse se dire qu'à la limite, ce communiqué pourrait devenir tout de suite un article. Parce que lui, il pense comme ça. Point important. Donc, c'est là où je disais tout à l'heure que le marketing et la communication sont deux choses totalement différentes. Quand vous communiquez avec des journalistes, il faut se mettre dans leur logique, dans leur langage. Donc, de présenter comme lorsque vous lisez un article dans un journal. En gros, votre communiqué devrait à peu près procéder de la même manière sur ce déroulé-là. Voilà. Évidemment, ça veut dire qu'il faudra que vous l'intéressiez. De la même manière que quand vous lisez un article dans un journal, si le sujet ne vous intéresse pas, vous décrochez et vous n'allez pas jusqu'au bout. Là, il faudra que vous puissiez l'intéresser. Donc, il faut prendre un grand soin à la rédaction à faire en sorte que ce soit attrayant. Il faut lui faciliter le travail. Lui faciliter le travail, ça veut dire expliquer, mettre des éléments de contexte dans son communiqué de presse qui vont lui permettre de comprendre pourquoi le sujet et pourquoi votre actualité, votre information est si intéressante. Et ils aiment aussi bien, donc, c'est aussi bien d'indiquer dans le contenu d'autres éléments de contexte, c'est-à-dire que votre information, en fait, elle peut être dans l'air du temps, et les journalistes aiment bien rebondir sur l'actualité. N'oubliez jamais non plus à la fin, mettre un contact identifié avec des coordonnées. C'est tout bête, mais c'est le moyen qui permet aux journalistes de venir récupérer des informations complémentaires auprès de vous. Et des photos. Alors, le sujet des photos, ça, c'est généralement un sujet qui n'est pas bien traité par les entreprises. Que ce soit, quel que soit le média, que ce soit une radio, une télévision ou une entreprise de presse, toutes ont des sites Internet. Et ayant des sites Internet, elles ont besoin de les alimenter. Souvent, les informations qui sont diffusées au journal télévisé de France 3 font l'objet d'articles qui sont publiés sur le site de la station. Très rarement, il y a très peu d'entreprises qui mettent à disposition des journalistes, et notamment quand ils envoient des communiqués de presse, des photos. Je vais vous poser une question à chacun. Qui dispose d'une base photo pour les médias parmi vous? Vous pouvez juste lever la main, comme ça. D'accord. Oh, c'est pas mal. C'est pas mal. Là encore, aujourd'hui, j'ai fait 2 sujets sur des entreprises. Aucune n'a de photo. Ce sont des startups en plus, hein, pour le coup. Donc, normalement, elles devraient en avoir. Donc, dans un communiqué de presse, au maximum, il faut mâcher le travail du journaliste, faire en sorte que l'information puisse attirer son regard, puisse capter son attention, qu'il décide de proposer l'information à sa rédaction chef, parce que lui, au fond, il n'est pas décideur, c'est pas lui qui décide au final si l'information fera l'objet d'un reportage et fera l'objet ensuite d'un sujet. C'est son rédacteur en chef. Donc, il faut que vous lui donniez tous les éléments nécessaires, s'il est convaincu de l'intérêt, pour qu'il puisse le vendre lui-même auprès de sa rédaction en chef. C'est le rédacteur en chef qui, en règle générale, dit en réunion de rédaction le matin, oui, ce sujet m'intéresse, effectivement, super, effectivement, c'est dans l'air du temps, oui, c'est en lien avec, tiens, ce qui se passe en ce moment-là, ou avec, je ne sais pas, que ce soit dans le renouvelable, l'économie circulaire, n'importe quoi. Il faut que, si c'est en lien avec l'actualité dont on parle, c'est très bien. Voilà. Donc, lui doit pouvoir lui-même vendre son sujet, et il faut que vous, dans le communiqué de presse, vous lui donniez des arguments pour qu'il le défende auprès de sa rédaction chef. Donc, je disais, pour le CP, il faut vraiment d'abord bien l'identifier dans son objet, parce que dans une masse de mails, il faut qu'il s'en détache, que le contenu soit le plus neutre possible, mais en revanche le plus complet possible pour que le journaliste puisse se dire oui, le sujet est valable, je vais le présenter à ma rédac chef et j'espère que je le vendrai, que vous lui facilitiez le travail en mettant des photos en lien. Alors les photos, il faut faire en sorte de pouvoir qu'ils puissent les télécharger.
perdez pas de vue. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la règle en matière d'impression photo. Alors, une photo qui passe sur le net, sur n'importe quel site, les vôtres ou un site de n'importe quel site, c'est du 72 dpi, c'est une résolution basse. On peut l'augmenter un petit peu, mais globalement, 72 dpi, ça suffit amplement pour un affichage sur un écran d'ordinateur. En revanche, si on souhaite que la photo soit imprimée, donc puisse être restituée sur du papier, dans un journal, il faut qu'elle ait une résolution nettement supérieure. Alors, le maximum, c'est 300 dpi, c'est la norme en matière de... Mais tout ça, je vous le donnerai, c'est même pas la peine de le noter, mais gardez-le en tête. 300 dpi, c'est la norme pour l'impression. Disons que si vous envoyez une photo qui fait plus d'1 méga, alors il faut que le poids soit conséquent pour que la photo puisse être de qualité dans le journal. N'oubliez pas que quand une information paraît sur vous, la première chose qu'on regarde, c'est l'image. On rentre ensuite dans le texte. Et l'image va qualifier en fait l'image de votre entreprise. Donc, il faut bien travailler aussi la photo. C'est très, très, très important. Ça, c'est vraiment un point, encore aujourd'hui, à l'heure du tout numérique, qui est complètement délaissé. Je ne sais pas si Sophie est d'accord ou pas avec moi. Oui, souvent, effectivement. C'est un point qui est délaissé et il faut vraiment le travailler. Alors, l'avantage, c'est quand même qu'aujourd'hui, on a des smartphones qui permettent de faire des bonnes photos. Ce n'est pas forcément la peine d'acheter un réflexe. Sachez que pour une photo de qualité dans un journal, il faut que vous régliez votre smartphone dans la configuration photo sur RAW. Ça s'écrit R-A-W. En règle générale, aujourd'hui, la plupart des smartphones disposent de cette fonction. C'est la qualité d'image que l'on utilise dans les médias pour pouvoir les imprimer ou même les diffuser sur le net. Moi, toutes les images que je prends avec mon appareil, enfin encore que je travaille avec ça, attends, je vais essayer de l'attraper. Je travaille avec ça, j'en ai deux, là, des Nikon comme ça. Voilà. Mais je ne prends des photos qu'en RAW. Et donc, c'est vraiment c'est pas vous les enverrez pas en RAW, mais le fait de les prendre en RAW, vous pouvez les envoyer ensuite en JPEG. Donc, ça, on n'a pas besoin d'investir lourdement dans l'achat d'un appareil photo. En principe, sur vos smartphones, vous pouvez avoir cette fonction et vous pouvez prendre des photos d'assez bonne qualité en évitant d'être trop près parce que les grands angles des smartphones, ce n'est pas extraordinaire. Comment envoyer son CP ? Ça, c'est une vraie question. Et là, on va rentrer non plus forcément non plus dans les bonnes pratiques, mais pour le coup, dans d'autres bonnes pratiques. Et là, c'est plutôt dans l'usage d'outils numériques. Ça, c'est très important. Qui travaille avec, par exemple, Mailchimp ou Sendinblue parmi vous ? 1, 2. Qui d'autre ? 3. Voilà. Vous l'utilisez pour vos CP ou pas du tout ? Ou simplement pour vos campagnes d'emailing? Oui, non? Pour moi. Emailing. Alors, sachez que ce sont des outils qui sont très pratiques. En fait, ce sont ce qu'on appelle les outils d'emailing. Vous lancez avec ce... Je prenais ces deux noms-là parce que ce sont les plus connus en France, en tout cas ceux qui sont le plus utilisés. Sendinblue, c'est une boîte française. Mailchimp, une boîte américaine. Le gros avantage de ces outils, c'est que comme ce sont des outils base emailing, vous pouvez du coup faire un template qui ressemble à quelque chose, très professionnel, et vous pouvez l'utiliser pour envoyer vos communiqués de presse. Pourquoi utiliser ces outils-là plutôt que de l'envoyer par votre boîte de messagerie classique? Et c'est qu'en fait, si vous envoyez un CP par une boîte de messagerie, c'est pas extraordinaire. Vous allez mettre des liens dedans vers des photos. Si vous envoyez une cinquantaine de mails, le même à 50 personnes, les outils, les filtres anti-spam peuvent vous bloquer. Et à l'arrivée, vous ne savez pas si le communiqué que vous avez envoyé aura été reçu par les journalistes à qui vous l'avez adressé.
Pire encore, si vous mettez votre CP en fichier joint dans un mail envoyé sur Outlook ou Gmail ou qu'importe le client de messagerie, il n'est pas non plus sûr qu'il passe le filtre anti-spam des entreprises, des médias à qui vous l'adressez. Et du coup, toi, tu préconises de mettre en fait tout le CP directement sur un mail Sending Blue, c'est ça? Avec la photo, etc. en fait, de faire l'article finalement. Ah ouais. Alors l'avantage, c'est que justement ces outils ont des plans, des versions gratuites qui sont finalement suffisantes pour les besoins que nous avons en matière de communication avec les médias. Par exemple, Sending Blue autorise 300 mails jour, ce qui est pas mal. Mailchimp, 2000. Donc, avant d'adresser 2000 journalistes, on a quand même pas mal de marge. Et ça, c'est sur le plan gratuit. Donc, ces outils sont intéressants à utiliser, non pas seulement pour vos campagnes de marketing, mais aussi pour l'envoi de vos communiqués de presse. Le truc, c'est qu'il présente un gros avantage, mais ça, c'est l'avantage que vous y trouvez en matière d'emailing, c'est que d'abord, ils sont RGPD compliant, comme on dit, c'est super important. Et d'autre part, ils offrent aussi des fonctionnalités qu'aucun client de messagerie classique, comme Gmail ou comme Outlook ou comme Mail ou Thunderbird, c'est que quand vous envoyez vos CP par le biais de ces outils-là, que ce soit Sending Blue ou Mailchimp, moi j'utilise Mailchimp en fait, mais je peux vous expliquer pourquoi tout à l'heure, parce que chacun a des avantages et des inconvénients, et moi les avantages de Mailchimp m'intéressaient, mais je vous dirai pourquoi. Donc, d'utiliser ces outils-là, qui sont gratuits, je le répète à nouveau, c'est super intéressant parce qu'en plus, on peut savoir, grâce à leurs fonctionnalités, qui des journalistes à qui vous l'avez adressé aura ouvert le mail. Ça permet déjà d'avoir une première, de voir comment les médias auront réagi au communiqué de presse, au sujet qu'on leur a adressé. De temps en temps, ça fait un flop. Mais en revanche, vous découvrirez qu'un tel l'a ouvert. Et là, effectivement, derrière, vous pouvez peut-être faire en sorte de le rappeler pour lui demander si vous ne le voyez pas revenir vers vous. Donc, moi, je conseille vraiment, et ce sont des outils principalement Mailchimp d'ailleurs, que j'utilise pas au quotidien, mais à chaque fois que je fais une campagne de RP, de relations presse. Mais du coup, juste une question, parce que comment ils peuvent récupérer l'image et le texte du coup? Parce que moi, j'avais entendu dire justement qu'il fallait leur mettre la pièce jointe pour qu'ils puissent récupérer facilement le texte et l'image. Sur quoi? Si tu envoies par Mailchimp ou Sending Blue, du coup, tu fais ton communiqué de presse comme newsletter, tu vois. Ok. Tu mets ton et après, ils se débrouillent, il faut enregistrer sous l'image, etc. quoi. Ok. Complètement. Après, tu peux mettre un lien vers le communiqué, mais en PDF, mais ils auront la même difficulté, c'est-à-dire ne jamais envoyer un communiqué de presse en fichier doc. Jamais. Et je conseille même, moi, mais là c'est de la parano, s'il faut l'envoyer ou s'il faut joindre le communiqué de presse en plus au communiqué qui est adressé, qui est envoyé par mail dans Mailchimp, mettez-le en image JPEG pour pas que le communiqué puisse être retouché par ou un petit plaisantin ou quelqu'un qui ne vous veut pas du bien. Voilà. Une image ne se retouche pas. Un PDF peut encore éventuellement se retoucher via Acrobat. Bon, mais ça, voilà, ça me vient en tête maintenant, mais c'est vrai que je n'avais pas prévu de le dire, ça. Bon, sachez que ces outils sont très pratiques pour pouvoir envoyer des communiqués de presse et en plus, grâce à leur fonctionnalité, vous pouvez savoir qui a ouvert le communiqué et qui ne l'a pas ouvert. Et aussi, qui aura téléchargé, parce que les photos, vous les mettrez en lien pour des raisons pratiques, parce que une photo en très grosse résolution pour impression journal, parce que en règle générale, on passe par WeTransfer. Donc, on met le lien WeTransfer en bas du communiqué, de sorte qu'il puisse télécharger les photos sans que votre envoi pèse trop lourd. Parce que si votre campagne,
Si chacun de vos mails pèse 26 mégas, ce n'est pas possible. Donc, le lien renvoie, le lien, nous on utilise beaucoup WeTransfer. Je ne sais pas si vous l'utilisez vous aussi, certainement. Oui, c'est ce que je pense que la plupart utilisent. Voilà, c'est pour ça que je prends des outils en fait, que vous utilisez vous au quotidien et qui sont extrêmement pratiques en fait, pour communiquer avec les médias. Et les médias les manipulent eux aussi au quotidien, ces outils-là. Moins MailChimp. Mais là, pour le coup, vous, oui. Donc, ça vaut le coup d'utiliser MailChimp ou Sendinblue pour ces communiqués de presse. Et ce lien vers les photos, autre fonctionnalité intéressante de ces outils-là, c'est que quand un journaliste a cliqué pour télécharger les photos qui se trouvent au bout de ce lien, là aussi, Sendinblue ou MailChimp vous le signalent. Donc, ce qui veut dire que c'est quand même plutôt pas mal. Ça veut dire que le journaliste a ouvert le communiqué, l'a lu, a téléchargé les images. En gros, vous savez déjà, sans que vous ayez reçu le moindre appel, que le journaliste est intéressé au sujet jusqu'à télécharger les photos qui l'accompagnaient. Je vous vois tous dubitatifs. Donc, effectivement, un client de messagerie classique n'offre aucune de ces fonctionnalités-là. Vous voyez ? Donc, ce sont des outils dont moi, je conseille vraiment l'utilisation. Parce qu'ils sont extrêmement bien. Après, vous avez aussi les versions payantes, où là, auquel cas, disparaît du bas du CP ou du bas de vos campagnes emailing, le logo MailChimp ou Sendinblue, et vous pouvez même, partant de là, sur des plans payants avec ces outils-là, tout personnaliser jusqu'au pied de page. Voilà. Donc, je conseille, si vous décidez effectivement d'utiliser ce type d'outil, là, pour le coup, quand même, de faire appel à un graphiste qui vous créera un template, un joli template de communiqué de presse qui vous servira à chaque fois que vous en enverrez un. Ça ne coûte pas extrêmement cher. Moi, je ne suis pas graphiste, donc j'ai fait travailler un graphiste là-dessus il y a quelques années. Ça m'avait coûté 200 €. C'est ce qui m'a coûté le plus cher en matière d'outils de communication quasiment. Mais ce template, une fois qu'on l'a, pardon, j'ai tapé dans mon micro, je suis désolé. Et je fais des mouvements. Ce template, une fois qu'on l'a, on sait qu'on peut l'utiliser à chaque fois systématiquement pour chacune de ces campagnes de communication. Donc, ça, c'est un point qui me semble important. Autre point qui est essentiel, puisqu'on parle d'envoi, l'envoyer à qui? Quel journaliste? Et comment constituer sa base de journalistes? Il y a des outils très coûteux qui vous permettent de connaître qui sont les journalistes d'à peu près tous les médias de France. C'est un annuaire des journalistes des différents médias en France. Ça s'appelle, il y a plusieurs outils qui existent. Il n'y en a pas tant que ça pour le coup. Enfin, le plus connu s'appelle DataPress. DataPress, donc comme data attaché à presse. Et DataPress, donc, compile et met à jour chaque année, ils ne vivent que de ça, leur annuaire des journalistes des médias en France. Moi, je l'ai utilisé pendant une année, DataPress, ça ne m'a pas franchement convaincu. C'est-à-dire qu'une fois sur deux, il manquait le numéro de portable. Moi, ça m'intéressait. À payer 1 500 € pour avoir accès à une base de données autant qu'elle soit complète. Il manquait le numéro de portable. Du coup, je ne pouvais pas savoir si le mail qui m'était donné était bon ou pas. Bon. Et puis, sachez une chose, c'est que les journalistes répondent extrêmement rarement aux mails qu'on leur adresse, aux CP même qu'on leur adresse. Donc, vous ne pouvez pas savoir si ça fonctionne, s'il a ouvert, etc. Bon, c'est pas extraordinaire. Il y a moyen, en revanche, de se constituer sa base presse facilement. Le moyen est tout autour de vous. D'abord, vous avez tous vos amis chefs d'entreprise, à commencer par ceux de l'association Leader Média, qui peuvent vous pourriez mutualiser, mettre en commun, en tout cas pour les généralistes, pour les
les journalistes généralistes, les adresses et les numéros de téléphone des journalistes que les uns et les autres connaissent, ça permet de constituer déjà une jolie base de données. Ça, c'est pour le locaux, mais pas que, parce que vous avez aussi probablement, en tout cas pour certains chez Leader Media, eu des contacts avec des journalistes nationaux. Donc, c'est bien aussi de pouvoir les adresser. La deuxième solution, si vous souhaitez communiquer auprès d'un journal national qui vous intéresse, on ne sait jamais, ça peut se produire. Comment le trouver? Alors moi, ce que je fais, c'est tout bête, hein, c'est vraiment un truc de flamand, on va dire de normand. J'achète le journal. Et dans ces journaux, il y a toujours en début de magazine ou en fin de magazine, ce qu'on appelle l'ours. Vous savez ce que c'est qu'un ours? Oui, Michael, c'est ce que c'est. Qui d'autre? Oui, mais évidemment, Sophie sait. Toi aussi. Ben, dans l'ours, en fait, il y a les mails. Rarement, il y a les mails. Alors, rarement de tous les journalistes. En revanche, on a souvent les chefs de rubrique de chacune des départements, des divisions de la rédaction, ce qui est déjà pas mal. Donc, du coup, on peut les saisir et les rentrer dans sa base MailChimp, puisqu'en fait, MailChimp et les deux outils dont je parlais tout à l'heure permettent vous créer des audiences. Donc, ces audiences, ce seront en fait les bases de données dans lesquelles vous rentrerez les mails de journalistes à qui vous allez envoyer ensuite vos communiqués. J'ai oublié de dire ça tout à l'heure, c'est trop bête, mais je le dis là. Voilà. Donc, vous récupérez le plus d'adresses possibles en simplement d'acheter le journal. L'autre truc, c'est que si vous souhaitez vous adresser par exemple à Karim Maouj à Midi Libre, voire à Christophe Greuet, qui sont les deux journalistes qui écrivent le plus dans la rubrique économique régionale de Midi Libre, il y a une tout petit truc qui fonctionne bien, que vous utilisez très probablement vous aussi dans le cadre de vos démarchages commerciaux, pardon. C'est de repérer comment sont structurées les adresses mail, pas forcément dans la rédaction, mais dans l'ours, vous le voyez vite, voire parfois sur le site internet, du contact commercial, de l'abonnement, des abonnements, etc. La plupart du temps, vous avez soit un nom, un point, un prénom, un point, un nom, puis arrobase et l'adresse internet du média, ou la première lettre du prénom attachée au nom, etc. Pour Midi Libre, c'est le cas. Dans Midi Libre, si vous ne connaissez pas l'adresse de mail de Karim Maouj et que vous souhaitez vraiment lui envoyer un communiqué pour qu'il puisse être relayé au niveau régional, en l'espérant en tout cas, les adresses de Midi Libre, c'est la première lettre du prénom attachée au nom @midilibre.com. Donc, pour Karim Maouj, comme pour d'ailleurs le patron de Midi Libre, c'est la même chose. C'est kmaouj@midilibre.com. Et si vous voulez vous adresser directement au directeur de la rédaction, son adresse répond exactement aux mêmes règles. Et ça, vous pouvez le dupliquer de la même manière sur France 3, ça fonctionne pareil. Le réseau Radio France, ça fonctionne aussi de la même manière. Donc, en repérant le nom de journaliste à qui vous souhaiteriez adresser vos communiqués, le plus important, c'est d'avoir évidemment leur mail. Vous pouvez le récupérer de cette manière-là en repérant comment sont organisées les adresses mail. Ça, on l'utilise, les commerciaux l'utilisent dans le cadre de leur démarche commerciale. On peut l'utiliser de la même manière dans le cadre d'une relation presse. Autre chose, donc ça je viens de le dire. Ah oui, ça c'est un point important, j'allais passer à côté. Perdez pas de vue que vous avez aussi, grâce à Leader Media, accès directement aux correspondants, aux principaux correspondants de grands médias nationaux, Hubert, Vialat, Guillaume Mollaret, Isis, qui travaille, je crois qu'elle travaille toujours pour La Croix, elle est encore aujourd'hui, et pour d'autres.
Voilà, pas perdre de vue que vous pouvez aussi utiliser, les appeler, leur dire voilà, j'ai ça, est-ce que ça peut vous intéresser? Donc, prenez leurs coordonnées le plus rapidement possible, aussi pour intégrer leur adresse mail dans votre, dans votre répertoire journaliste sur votre outil d'emailing, Mailchimp, Sendinblue ou un autre. De cette manière-là, vous aurez, on a un CP qui est à peu près bien fait, on a prévu les photos que les journalistes peuvent télécharger, on a une base média qui, a priori, est pas mal, on se l'alimente en s'échangeant, en se passant les mails qu'on a les uns et les autres. Vous, je suppose, je vais vous poser une question, tous, vous avez eu un moment, vous avez forcément des contacts avec des journalistes, tous, vous en avez eu à un moment ou un autre, non? Voilà. Vous avez donc leur nom, leur adresse mail? Oui, non? Est-ce que ça vous est venu à l'idée de vous les échanger entre vous? Pas du tout. Eh bien, faites-le. Parce que comme ça, vous disposerez très rapidement d'une super base média. Vous n'êtes pas concurrents entre vous. Donc, vous disposerez rapidement d'une super base média et ça, c'est gratuit. Donc, vous avez quand même, en étant constitué en association et en vous appuyant sur Leader Média, moyen, puis bon, vous pouvez aussi vous appuyer sur nous, vous avez moyen de constituer très rapidement une bonne base de mail média qui vous permettra d'envoyer votre communiqué de presse à les, disons, au moins 20 ou 30 journalistes, ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà pas mal. Alors, si je vais Pierre, quand même, il y a ça quand même. Oui, mais tu n'as pas grand-chose, il n'y a pas tout dedans. Regarde bien, regarde bien. Il y a des mails, mais pas tous. Il y a des mails, mais pas tous. Non, je sais. Alors, Sophie me rappelle, parce qu'elle me le montre, mais Sophie me rappelle qu'il y a l'annuaire du Club de la Presse que j'ai là. L'annuaire du Club de la Presse, moi j'essaye, Sophie, de me débrouiller pour que tous ces tuyaux ne leur coûtent rien. Parce que en fait, voilà, il faut quand même le dire, pour accéder, en fait, accéder à l'annuaire du Club de la Presse, il faut quand même adhérer. Pas forcément. Tu peux l'acheter quand même. On peut l'acheter. Bon, je fais en sorte que tout soit gratuit dans mes conseils, tu vois. Non, mais c'est vrai qu'il peut y avoir ça. Il n'y a pas tout, il y a pas les mails de tous les journalistes. Soyons clairs. Tu vois. Cela dit, pour les principaux, très rapidement, tous ensemble, vous pouvez assez facilement les récupérer en collaborant les uns avec les autres, en échangeant, etc. Vous pourriez même faire au niveau leader média une base qui pourrait être mise à disposition de ceux qui auraient besoin. C'est une suggestion, Michael. Pour ceux qui auraient besoin, et Leader a une base presse qui est plutôt aussi pas mal faite. Hein, donc, vous pouvez aussi vous appuyer sur ça là. Une chose, ne demandez jamais à un journaliste les coordonnées d'un autre journaliste parce que c'est lui demander les coordonnées d'un de ses concurrents. C'est très mal vu. Imaginez que si on vous demandiez à vous les coordonnées de votre concurrent, vous ne seriez pas forcément très heureux de les donner. Non, vaut mieux pas le faire quand même. Vaut mieux pas le faire. Il faut toujours que le journaliste ait l'impression que vous ne vous adressez qu'à lui. Voilà. C'est important. Il faut choyer les journalistes. Jamais les froisser. C'est un point dont j'avais parlé avant qu'on démarre. Est-ce qu'il faut adresser son CP qu'aux journalistes? Je n'ai pas complètement répondu à cette question. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, on a sur Twitter ou des anciens journalistes, des influenceurs ou même des blogueurs qui ont des comptes Twitter qui peuvent relayer nos informations. Je pense que ça vaut quand même le coup d'essayer de repérer qui ils sont.
Moi, par exemple, je ne suis plus journaliste, mais j'ai, encore que j'ai fait un gros tri là-dedans, j'ai 2600 followers sur Twitter. Ce n'est pas énorme, ce n'est pas grand-chose. Il y a plein de journalistes qui en ont 10 000, 15 000, je suis très loin. Mais les 2600 que j'ai sont quand même plutôt des chouettes followers parce que j'en élimine plein tout le temps. Vous savez, sur Twitter, il y a beaucoup de faux comptes et beaucoup aussi de gentes dames qui vendent leurs services, voire des Africains qui se font passer pour des gentes dames aussi. On avait fait dans le magazine du Club de la Presse un sujet là-dessus quand j'étais rédacteur en chef de cette édition-là, puisqu'en fait, on était rédacteur en chef à tour de rôle. On avait fait un sujet là-dessus, sur Twitter, sur les faux comptes. Alors, les faux comptes, il y en a aussi sur Facebook, il y en a partout. Mais bon, est-ce qu'il faut adresser son CP qu'au seul journaliste? Je pense que si vous repérez sur vos domaines d'activité des comptes qui peuvent être intéressants, ça vaut le coup de renvoyer un petit message pour leur demander s'ils sont intéressés par les informations, par vos actualités, pour pouvoir récupérer leur mail et leur envoyer. Pourquoi pas? Je crois qu'en tout cas, ça va se développer de plus en plus. Qu'en pense Sophie, elle qui est un peu dans l'influence aussi? Oui, c'est sûr, ça va se développer. Après, c'est bien la question de savoir à qui on s'adresse. Si c'est pertinent, si on ne perd pas du temps. Et puis, le problème du mot influenceur, c'est qu'on ne sait pas bien qui influence sur quoi, avec qui. C'est un peu le risque aujourd'hui. C'est ça. Mais bon, sur une actualité, moi, ce que je disais au tout début, je n'ai pas une réponse tranchée là-dessus. En revanche, j'admets qu'aujourd'hui, pour ce qui me concerne, quand il faut que je communique, je me pose maintenant la question. C'est très nouveau. Je ne me la posais pas avant. J'en ai envoyé avant qu'aux journalistes. Maintenant, je vais quand même peut-être commencer à envoyer à d'autres. On pourrait m'envoyer à moi. Avec mes 2600 followers, c'est ça que je voulais dire. Vous m'envoyez une info qui est intéressante. Moi, je la tweete rapidement sur mon compte et ça touche 2600 personnes de plus. Voilà. Qui peut-être elles-mêmes vont, ou ça va toucher personne, mais qui peut-être elles-mêmes vont la retweeter. En fait, c'est une occasion qu'on peut, de toute façon, ça ne coûte rien d'essayer de la saisir. Voilà, c'est ça que je veux dire. Pourquoi pas? Question importante. Quand envoyer son CP? Ça, c'est... Alors là, il y a plusieurs écoles. Est-ce qu'il y a des jours, des tranches horaires à éviter? Sincèrement, oui. C'est clair. Sachez que toutes les rédactions de France fonctionnent en dehors du Monde de la même manière, parce que le Monde reste quand même sur des conférences de rédaction à 6 heures du matin. Ils ne sont pas nombreux en France à organiser leurs conférences de rédaction à 6 heures du matin. Mais oui, il y a effectivement des heures à respecter pour envoyer son communiqué de presse. C'est con, mais c'est vrai. Sachez que l'objectif, c'est que son CP soit en tête en haut de la pile des mails que le journaliste reçoit. Il faut être vu le plus vite possible. Alors, sachez que les journalistes sont en conférence de rédaction. En règle générale, d'abord, il y a le café qui dure en principe jusqu'à 9h30, quand ils ne sont pas en reportage sur le terrain. Ensuite, c'est la conférence de rédaction. Si je reprends, moi, ce que j'ai vécu dans mes différentes rédactions, ça n'a pas beaucoup changé. Bon, là, on est en période de confinement, mais quand on sortira de la période de confinement, ça reviendra. De toute façon, même en confinement, la conférence de rédaction se fait en visio, donc c'est aux mêmes heures. Donc, c'est en gros, on va dire, de 10h à 11h, 11h30. C'est un peu différent pour les médias radio et télé, puisqu'ils ont quand même un journal à boucler. Il est probable qu'ils aient un sujet le matin à faire pour le midi, mais ce n'est pas toujours le cas. Bon, très, très souvent, la conférence de rédaction, c'est le matin, 9h, on va dire 10h, 11h30. Et un journaliste,
devient difficile, non pas difficile à contacter, c'est difficile de faire passer une information pour le lendemain quand on l'envoie après 5 heures. Ou il faut vraiment que ce soit un truc énorme. Là, oui, là, on arrête l'expression dans le métier, c'est on arrête les rotatives, on arrête tout, on change la une, et effectivement, on se dit cette information-là, on ne peut pas passer à côté, il la faut, et en fait, on se met à peut-être même à 2 dessus pour pouvoir la sortir pour le lendemain, et pourquoi pas sur une page. Donc, si on prend ces 2 créneaux 10h, 11h30, et à partir de 5h, ça devient compliqué d'envoyer. Alors, je n'ai pas dit pourquoi, oui, pardon. Pourquoi c'est compliqué d'envoyer un communiqué à partir de 5h, et puis surtout d'avoir un journaliste au téléphone à partir de 5 ou 6 heures. Ben, c'est qu'il écrit son papier, il écrit ce qu'il a à faire pour le lendemain. Ou il monte son sujet, ou donc en audiovisuel, il monte son sujet, dans une rédaction, il écrit son papier. Il peut commencer à l'écrire plus tard, mais 5 heures, perdez pas de vue que ça peut démarrer à 5 heures jusqu'à 7, allez, disons. Et ensuite, il ferme les écoutilles. Ou, je vous dis, il faut vraiment qu'il y ait une très grosse actu. Par exemple, quand le décès de Fresh a été annoncé un dimanche, là, on était tous au taquet, on a fait revenir du monde. Moi, je travaillais ce jour-là, j'étais de permanence. Là, vous savez que le journal va exploser. Mais c'est normal. En revanche, à partir de 5 heures, ça devient difficile d'espérer qu'un journaliste vous appellera pour pouvoir rebondir sur votre sujet et faire un article le lendemain. Et le truc, c'est que le lendemain matin, quand il reviendra, il aura peut-être oublié que vous lui aviez envoyé un communiqué la veille, parce qu'il en aura reçu d'autres depuis. Donc, quand envoyer ces communiqués? Grande question. Certainement jamais le vendredi soir, parce que là, vous aurez tout le week-end qui va passer dessus, et le lundi matin, il aura 200 mails, et le vôtre, il sera tout au fond. Donc, il n'ira pas forcément les 200 mails. Donc, de préférence, puisque de toute façon, vous n'êtes pas forcément dans l'urgence tout le temps, de préférence, je dirais, moi, l'envoyer le matin vers 9 heures. C'est pas mal. C'est plutôt une bonne heure. Ou avant midi, et avant midi, 11h moins, midi moins le quart, c'est pas mal aussi. L'après-midi, je dirais, envoyez-le dans ces cas-là vers 13h30. Donc, il y a vraiment des heures où on sait qu'on pourra, là, les journalistes regarderont leur mail en revenant du café, du repas ou quoi que ce soit. Ça paraît absurde ce que je vous dis, mais je vous assure que ça ne l'est pas. Retenez, 9h, midi moins le quart, je dirais 13h30. En fin de journée, il y a peu de chance. Il y a peu de chance parce que les journalistes sont en train de boucler leur sujet, leur papier. Les médias télé, ce n'est même pas la peine de les avoir parce qu'ils sont dans la course pour terminer le montage de leur sujet qui devra ensuite passer au journal télévisé ou au journal radio. Donc, c'est plutôt ces créneaux-là, vous voyez. Donc, vous les avez retenus? Qui peut me les répéter? Bon, 9h, midi moins le quart, et je dirais 13h30. Et du coup, après la conférence de rédaction, tu peux quand même envoyer ton Oui, CP. oui, Ce sera pour le lendemain, c'est ça en fait? Ouais, parce qu'une conférence de rédaction, c'est un peu comme un budget de collectivité, c'est-à-dire le budget, il peut être amendé en cours de route. Et en fait, en réalité, à la fin de l'année, ce qui a été fait, ce n'est pas forcément ce qui avait été décidé pendant le budget primitif. Voilà. Donc, c'est une option. Autre exemple pour Midi Libre là, qui fait ses pages spéciales éco que tous les mardis. Oui. Pour le coup, les sujets éco, du coup, c'est quoi? C'est toute la semaine qu'ils les prennent et ils attendent le mardi, le lundi pour les valider. Ouais, c'est ça? Ouais. Okay. Moi, je trouve que pour le coup, quand je dis 9h, 9h, c'est pas mal. Qu'un sujet soit envoyé vers 9h, c'est pas mal. Il y a beaucoup de boîtes automatiques qui envoient jusqu'à 7h30 du matin.
Donc, essayez de passer après les boîtes automatiques. Oui, parce que vous avez les envois automatisés. Donc, 9 heures, c'est plus l'heure des envois automatisés. Donc là, vous arrivez un petit peu après. C'est pas trop mal. Ça paraît absurde ce que je dis, mais je le répète, c'est con, mais c'est vrai. Et alors, le lundi, c'est plutôt aussi un bon jour. Du coup, j'en parlais rapidement tout à l'heure, mais parce qu'on a les pages échos du lendemain. On a, pour la lettre M, je crois que c'est plus compliqué, mais Hubert aurait pu vous en parler parce que je crois qu'ils sortent maintenant aussi. Ils avaient réagi en matière d'économie en sortant leur hebdo le mardi pour justement faire en sorte que Midi Libre ne les pille pas dans la lettre du lundi pour remplir leur journal du mardi. Auquel cas, on avait la lettre gratos pour rien, quoi. Donc, c'est pour ça que le journal a été décalé. Hein. C'est pour ça que ça a été décalé. Ça l'avait été, moi j'ai été, ce que je disais dans ma présentation, je ne me suis pas représenté parce que je l'avais fait sur la vidéo. Ce que je disais dans ma présentation, j'avais été rédac-chef de la lettre M, on s'était déjà posé la question avec ressources à ce moment-là. Se dire comment on va réagir, est-ce qu'on la passe le mardi ou pas. Donc on ne l'avait pas fait. C'est très très vieux. C'est une époque, c'était en quoi? En 97, donc c'était pas hier, quoi. Voilà. Donc, évitez d'envoyer un CP à partir du vendredi après-midi jusqu'au dimanche, jusqu'au lundi 8h30. Privilégiez à partir du lundi le matin à 9h. Et ensuite, les heures que je vous ai données. Les journalistes, du coup, vous vous retrouvez en tête de liste. Voilà, c'est tout bête. C'est un petit peu comme la recherche sur Internet. Il faut toujours essayer d'être dans la première page et on des recherches. Ben, pour les CP, c'est la même chose. Exactement. Ni plus ni moins. Alors, qu'allais-je dire d'autre? Oui, donc pas la nuit surtout. Hein. Envoyez pas la nuit parce que là, le matin, il ne le verra pas forcément. Là, c'est bon, ça, j'ai tout donné. On parle effectivement. Est-ce que, alors, quand un CP porte ses fruits, que le journaliste vous appelle, plusieurs règles. Voilà. Là, il n'y a aucun maniement d'outils techno. Là, c'est juste de la bonne pratique. Ne perdez pas de vue que quand vous envoyez un CP et qu'en bas du CP, il y a un contact qui est donné, parce que ça, il faut impérativement le faire. Un CP n'existe pas, un CP n'est pas repris s'il n'y a pas de contact mail. C'est perçu par le journaliste presque comme un affront. Ça veut dire que l'entreprise force le journaliste à se satisfaire de ce que l'entreprise lui a envoyé sans qu'il ait la possibilité de l'appeler. Vous me suivez? C'est extrêmement vexant. C'est vexant, alors on peut l'admettre quand c'est une énorme boîte, et encore. Mais il ne faut jamais envoyer un CP sans coordonnées qui puissent être joints, qu'on puisse joindre surtout. Donc, quand le CP porte ses fruits, le journaliste vous appelle. Si vous donnez le contact de la chargée de communication, c'est très bien. Mais il faudra qu'elle réponde. Sauf que le journaliste voudra de toute façon avoir le dirigeant au téléphone. On ne donne quasiment jamais la parole à un chargé de com dans un article. Quasiment jamais. C'est comme ça. Non pas que les chargés de com soient incompétentes, ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas vrai. En revanche, le journaliste veut que ce soit... Il est journaliste quand même. Il veut avoir affaire au patron. Voilà. Il veut avoir affaire au boss. Et il faut que vous ayez toujours en tête, confinement ou pas, que quand vous envoyez un communiqué de presse, dans les 2 ou 3 jours, voire 4 qui suivent, que vous ayez des dispositions pour prendre les journalistes au téléphone. Ça, c'est terrible. Si vous ne les prenez pas au téléphone, en plus, ils peuvent faire un article qui vous descend en s'appuyant sur votre CP. C'est arrivé. Le journaliste s'énerve. Et du coup, vous souhaitiez faire une campagne de communication plutôt sympa pour l'entreprise et ça se retourne contre vous. Pas terrible quand même. Donc, ne perdez pas de vue que quand vous envoyez un communiqué de presse,
ayez de la disponibilité dans les jours qui suivent. Alors évidemment, si vous êtes à l'étranger, c'est mort, hein. Donc, évitez d'envoyer un communiqué de presse avant de partir à l'autre bout du monde. Surtout un communiqué de presse, quand vous savez qu'il aura de l'importance. Vous rachetez une boîte et hop, vous n'êtes plus là. Bon. Il faut être à la disposition des journalistes. Ne jamais les faire attendre. Ou si vous les faites attendre, c'est parce que vous êtes en rendez-vous et que vous allez l'appeler à la fin du rendez-vous sans vous l'oublierez pas. Ne perdez pas ça de vue. Une fois que le journaliste est rentré en contact avec vous, il faut que vous soyez complètement à sa disposition et que vous répondiez à toutes ces questions, même les plus chiantes. Donc, ça, c'est très important. Se rendre disponible après l'envoi du communiqué de presse. Et ça dure quelques jours, hein. Voilà. Faut-il faire de la visio? Alors, faut-il faire de la visio? Là aussi, je n'ai pas tranché. Les journalistes fonctionnent très bien, simplement au téléphone. Est-ce que vous avez... Moi, je n'ai pas entendu parler, mais peut-être toi, Sophie, peut-être vous en avez entendu parler. On a l'outil à disposition. Regardez, là, pour le coup, ça pourrait se faire comme ça. Organiser une conférence de presse en visio. Pas vu encore, ouais. Ça pourrait. Vous voyez? Bon, oui, ouais. Ça pourrait, c'est pas gagné, mais ça pourrait. Ça a le gros avantage de ne pas coûter bien cher. Cela dit, il y a d'autres moyens. Je vais quand même faire un peu la promo des clubs de la presse quand même. C'est que vous pouvez louer des salles au club de la presse Occitanie à Montpellier. Ça coûte pas cher. Moi, je l'ai loué il n'y a pas trop longtemps. C'est 150 € quand on n'est pas adhérent, je crois, quelque chose comme ça. C'est vraiment pas cher. On peut louer une salle, la salle du club de la presse pour faire sa conférence de presse. Et tous les journées, ça où se trouve la salle de conférence de presse. De la même manière, à Nîmes, on peut le faire aussi. Donc, il y a aussi cette possibilité-là. Mais la conférence de presse en visio, vous utilisez bien, vous maîtrisez bien cet outil. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je ne sais pas. Maintenant, bon, est-ce que je vous ai déjà, est-ce que ça a été intéressant ce que je vous ai dit jusqu'à présent ou pas? Un peu. Ouais, bien sûr. Ouais. Bon, alors c'est très pratique. Il y a des conseils très, très pratiques et pragmatiques. C'est très bien. Ouais. Maintenant, je vais pouvoir te poser des questions après précises là. Oui, bien sûr. Maintenant, je vais vous dire comment j'ai fonctionné pour Éminence pendant le confinement. Parce que là, pour moi, c'était nouveau. J'étais aussi perdu que vous. Est-ce que tu veux qu'on coupe l'enregistrement, Pierre, ou c'est bon? Non, on peut. Non, c'est bon. Ah, je sais pas. Ah, si tu prends l'exemple précis oui, comme ça, c'est... tu peux le couper. Ouais, tu peux le couper. Merci. Tu peux le couper là, ouais. Ouais, il vaut mieux quand même, je préfère. Ouais, je pense, ouais.